Chers amis, après ce discours de Madame la maire de Lille, où j'avais l'impression parfois que c'était ma bar mitzvah que nous célébrions, je sais pas s'il y a, honnêtement, je sais pas s'il y a grand-chose à redire, à moins de le redire différemment, et ce que je vais même pas prendre la peine de faire, parce que je crois que c'était très bien dit, et avec, me semble-t-il, ce qui est le plus important concernant Guy Bensoussan, c'est un Lillois. La réalité, c'est que Guy, et vous le savez tous mieux que moi, a cette force d'être profondément ancré à Lille, et c'est peut-être la seule toute petite erreur que je me permettrai de corriger. Il faut bien que je vous agace un petit peu. Il est né de parents oranais, tous deux, mais il est né à Lille. Ses sœurs sa sœur et ses frères sont nés à Oran, ce qui est très bien, n'est-ce pas, monsieur le président du consistoire? C'est très bien. C'est pas comme Saint-Quentin, parce que c'est bien aussi Saint-Quentin. Hein? C'est très bien Saint-Quentin, mais Oran, c'est le top. Et juste au-dessus, apparemment, il y a Lille. Et ma conviction, c'est qu'au fond, pour se sentir partout dans le monde, chez soi, il faut clairement savoir qui nous sommes. C'est peut-être la réponse essentielle à cette tension qu'on sent sur le multiculturalisme. Et je vous engage, vraiment, je ne sais pas s'il y a un libraire ici, mais je vous engage à lire ce livre incroyable de Yascha Mounk, qui avait fait La démocratie contre les peuples et qui vient d'écrire un livre, L'expérience multiculturelle. Comment il y a un enjeu majeur à pouvoir rencontrer, être en échange avec tous les autres dans le monde, quel que soit son engagement, sa religion, et vous voir tous rassemblés. C'est ce que nous dit ce moment. Mais on peut le faire que si on sait clairement qui nous sommes. Et vous parlez des textes anciens, chère Madame la Ministre. Oui, la Bible nous l'apprend déjà. Abraham a sa tente ouverte à quiconque passe et entre. Quiconque a faim, entre et mange. Quiconque a soif, entre et boit. Mais lui, il sait très clairement qui il est. Et il peut aller à la rencontre de l'autre que parce qu'il sait qui il est, parce qu'il a un ancrage. Et vous l'avez tellement bien dit à propos de Guy, que oui, on peut démarrer et finir en disant Guy Bensoussan est profondément lillois. C'est un homme multiple avec une constante, au fond, l'altruisme. L'altruisme, c'est une façon parfois de se mettre à la place de l'autre. C'est une façon d'envisager l'autre comme un autre soi-même. C'est une façon d'anticiper sur les besoins de l'autre. Il est ouvert sur la ville, les cultes, vous l'avez mentionné, vous avez raison, en ce temps où on partage Pâques orthodoxe, c'était hier, Pessah que nous venons de conclure, le Ramadan que nos frères musulmans vont finir, pour lesquels on peut leur souhaiter déjà, puisque dans 2h30, vous allez pouvoir manger, donc on peut vous dire par avance Sahaf Turkoum. Et puis, oui, pour les autres, demandez ce que ça veut dire, on vous traduira. Et puis ouvert sur la société civile. Guy est une forme de pont permanent. Il a cette façon, je dirais, lumineuse de présenter le judaïsme. Ça, oui, vous avez raison, chère Madame la Ministre, son obsession, c'est d'expliquer, de considérer que la connaissance, c'est le plus beau des cadeaux qu'on puisse faire à l'autre. Plutôt que de se plaindre sur les gens m'aiment pas, les gens ne me connaissent pas, eh bien on va partager. Quand on fait une fête, quand on fait un Shabbat, quand on fait le Nouvel An, on explique de quoi il retourne, on explique comment on vit ce moment, cette fête, et on partage cela. Et être lumineux, c'est aussi être éclairé par une force intérieure. Il porte quelque chose, mes chers amis, je m'adresse à sa famille, au premier chef, parce que sa famille le connaît, j'espère, mieux que nous, même si on vous l'accapare assez souvent, et on le voit parfois même, j'ai l'impression, un peu plus que vous. Mais fondamentalement, vous êtes censé connaître votre époux, votre père, votre grand-père, votre beau-père, votre frère, un peu mieux que nous. Et j'ai le sentiment qu'il porte quelque chose d'assez étonnant et de rare, parce qu'il respire à la fois une forme d'acceptation de la vie avec ce que cela comporte de fatalisme, comme une sorte de connaissance réelle de la vie. Je connais la vie, je sais que parfois elle n'est pas, je n'allais pas dire elle n'est pas rose, mais je ne voudrais pas que vous le preniez mal, chère Madame la Ministre. Elle n'est pas aussi facile qu'on le voudrait. Et en même temps, il porte, oui, un véritable bonheur de vivre. Un bonheur de la vie qui fait que
Guy Bensoussan n'est pas un ascète au sens de quelqu'un qui se coupe du monde. Il connaît le monde, ses faillites, ses défaites, ses manques, mais il en vit chaque instant en le magnifiant, en l'embellissant, en cherchant les choses les plus extraordinaires, mais pour les faire partager aux autres. Et c'est cette sorte d'antagonisme, cette sorte d'oxymore intellectuel. On connaît la vie avec ses difficultés et en même temps on vit le bonheur pleinement, qui est une des caractéristiques que moi je perçois le plus. Et je dirais même, mon cher Guy, quelque chose de peut-être plus personnel. Pour comprendre les souffrances des autres, les besoins des autres, les attentes de chacun, il faut avoir en soi une fêlure, une faille, une forme de peur pour comprendre cela. Je ne l'ai jamais trouvé, mais je sais qu'il y a quelque chose chez toi qui donne du prix à chaque chose que tu fais, chaque acte que tu fais. Et c'est peut-être ton secret, ta part d'intime, qui affleure, et la mère avait raison de le dire, qui affleure lorsque tu t'engages auprès de ceux qui n'ont pas, ceux qui ont besoin, ceux pour qui tu peux changer la vie à un moment. Et vous avez parlé de ce repas de la solidarité. Moi, je peux vous parler, mais c'est presque gênant de le dire parce que une de tes grandes qualités, c'est cette discrétion. Mais le secours populaire, Beth Rivka, tant et tant d'institutions qui savent qu'en venant chez toi, ils trouvent non pas simplement quelqu'un qui les aide financièrement, avec générosité, mais ils trouvent quelqu'un qui vibre avec eux et qui perçoit le manque et qui en souffre. Et en fait, tu répares ce qu'on appelle en hébreu, tu participes au tikkun olam, la réparation du monde, parce que j'ai le sentiment que parfois tu répares une fêlure en toi. Et c'est ce qui donne cette profonde authenticité à tout ce que tu fais. Guy a commencé, donc en étant né de parents nés à Oran, il est né à Lille et il a commencé des études pour être tailleur. Il avait le choix, tailleur pour homme ou tailleur pour femme. Il a fait tailleur pour homme au début et il va être apprenti tailleur. Il va même, et ça c'est aussi une capacité à sortir de soi-même. Tu vas aller à New York et pendant 6 mois, tu vas apprendre ce métier. Et puis tu vas revenir en France et tu vas être tailleur pour costume. Tu vas ensuite avoir des magasins de vêtements dans le Pas-de-Calais. Et puis tu vas ensuite bifurquer vers l'immobilier. Puis la promotion immobilière. Il y a quelque chose qui me plaît beaucoup. Je ne sais pas vous ce que vous en penserez. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Il va, en 1991, je vous assure que c'est vrai, en 1991, il va racheter un immeuble à Donald Trump, qui à l'époque était en faillite. Je vous assure. Et ils vont passer une journée, je crois même qu'il va t'amener un match de boxe. Et c'est incroyable. Et donc, il était pote avec Donald Trump. Alors après, je sais pas, mais en tout cas, en 1991, manifestement, il avait moins de potes qu'après. Et donc, tu lui reprends cet immeuble. Tailleur, immobilier. Moi, j'ai vu un lien évident. Tailleur, c'est celui qui recoue. Il y avait un grand président de la République, je ne vous dirai pas lequel, qui disait « Dans la vie, il faut être capable de mépriser les hauts et repriser les bas. » J'ai adoré cette phrase, qui est une façon de prendre la distance avec les choses. On méprise les hauts et on reprise les bas. L'enjeu, c'est de retisser du lien. Et je me suis dit, au fond, quelqu'un qui a appris à être tailleur, c'est quelqu'un qui sait recoudre les tissus brisés, parfois déchirés, de notre société et qui sait rapprocher les bords pour retrouver ce lien essentiel. Et l'immobilier, qu'est-ce que c'est ? C'est d'une certaine façon comprendre, anticiper les besoins de l'autre, non pas pour, pardon Guy, fourguer l'immeuble qu'on a, mais trouver comment répondre par quelque chose et le transformer pour répondre aux besoins de l'autre. Et au fond, c'est exactement ce que tu vas faire. Et c'est ça la cohérence de Guy Bensoussan, qui consiste à comprendre les besoins des autres et à fournir ce qui permet à l'autre de se sentir plus riche, finalement différent, avant de l'avoir rencontré.
J'ai parlé de tes parents et j'y tiens beaucoup parce que, en tant qu'ancien aumônier militaire et toujours militaire dans mon cœur, je suis impressionné, c'est le mot, par ce qu'a fait ton père qui, après avoir été militaire, a été rappelé, a combattu à Monte Cassino, a été fait prisonnier, s'est évadé, a eu la médaille des évadés et a toujours, d'une certaine manière, montré que l'engagement n'a jamais de limite. Et tu as su retenir cela de tes parents, l'engagement n'a jamais de limite. C'est un engagement par la générosité, par le partage, on a parlé du mécénat, toujours dans la discrétion. Et c'est un engagement pour la cité à travers le service de la communauté juive locale et maintenant nationale, puisque le président Elie Korchia t'a appelé à ses côtés pour gérer l'ensemble des questions culturelles du judaïsme français. Ce que tu as finalement réussi de manière assez incroyable à Lille, tu le fais maintenant pour tout le judaïsme français. C'est l'organisation de conférences. Ça peut paraître anodin, mais organiser une conférence, c'est pas simple. Il faut trouver des thèmes, la culture, la laïcité. Il y a eu beaucoup de conférences. J'ai regardé la liste de toutes les conférences que tu as faites. C'est assez impressionnant. La laïcité, l'engagement, la bioéthique, la franc-maçonnerie, l'esprit du judaïsme. C'était une conférence magnifique avec Bernard-Henri Lévy. Ces hautes personnalités qui sont venues, Bernard-Henri Lévy, Serge Ebert Klarsfeld, professeur Friedman, Yvan Levaille, les différents représentants des cultes au niveau national. Je me souviens de la conférence à laquelle tu as eu la gentillesse de nous inviter, d'ailleurs animée par le président Elie Korchia, avec Monseigneur Ulrich, avec Shem Sedin Hafiz, le recteur de la mosquée de Paris, notre bon pasteur qui était là. Bref, c'est l'idée de partager le savoir et partager les connaissances. Tu as aussi beaucoup fait à la synagogue pour travailler sur le théâtre. Et le théâtre, c'est une autre façon de raconter le monde et la vie. Et puis la musique, le concert, plusieurs concerts. Puis aussi, ce dont d'ailleurs Elie t'a chargé, c'est tout ce qui est la politique mémorielle, les cérémonies mémorielles, avec une grande participation et le port de cette charge mémorielle à travers des cérémonies, mais à travers aussi des moments de partage et des moments de joie. Parce que la mémoire est aussi une mémoire joyeuse. Et il y a un livre assez incroyable qui s'appelle L'histoire juive. C'est un livre de Paul Salmona qui est l'histoire juive, la tâche aveugle dans l'histoire de France. Comme si, quand on regarde les livres scolaires de nos enfants, on ne trouve trace du judaïsme que vaguement en 6e lorsqu'on parle des Hébreux, vaguement. Puis on trouve le judaïsme au moment de l'affaire Dreyfus, et puis au moment de la Shoah. Mais le judaïsme, c'est tellement autre chose, tellement autre chose. C'est de la joie, c'est du partage, c'est Rachi, le grand commentateur de Troyes, c'est cet apport à la société. C'est quelque chose d'assez incroyable. Je me suis rendu compte que c'est toi, mon cher Guy, qui a décliné le premier en province ce qui avait été la transformation sur la cérémonie des vœux. Il y a les vœux du président de la République et aux autorités religieuses le 1er janvier, mais nous avons un nouvel an qui est Rosh Hashanah, et on avait lancé cette cérémonie au niveau national. C'est le premier en province à avoir pérennisé cette cérémonie des vœux à l'ensemble de la cité au moment de Rosh Hashanah, avec la présence de la maire, président du conseil régional. Et puis il y a ce miracle des journées du patrimoine, avec l'ouverture de la synagogue. C'est étonnant, mais la synagogue fait partie du mouvement des journées du patrimoine que depuis 2014. Et c'est probablement à cette occasion que tu t'es rendu compte qu'on devait mieux présenter la synagogue, on devait rendre cette synagogue aux Lillois, à tous les Lillois. Et c'est ce que tu t'es attaché à faire en lançant cette rénovation incroyable. Je crois, mon cher Guy, que si on devait te définir, et toutes celles et ceux qui sont ici présents le diraient, je pense, à l'unisson, tu as une ambition sans limite, autre que tes rêves, c'est-à-dire sans aucune limite, pour tout ce qui te tient à cœur. Parce que je me souviens, tu m'avais fait visiter le chantier de la synagogue. Au début des travaux, les gens te disaient « mais qu'est-ce qu'on a besoin il faut juste refaire la peinture et ça suffit ». Et tu as dit non, si on refait absolument tout. Il faut une forme de courage ou de folie, ce qui parfois est la même chose, pour dire on va faire les choses. Ça s'appelle l'ambition, mais pas une ambition démesurée pour soi. Au contraire, c'est une ambition sans limite
pour porter les rêves de tous. Et tu as cette humilité qui est assez étonnante. Et je vais juste vous révéler un secret qui fait que je ne suis pas si légitime que cela. Le ministre de l'Intérieur avait prévu d'être le parrain dans l'Ordre national du mérite de Guy. Et Guy m'a dit il y a quelques semaines, écoute, le ministre est venu pour l'inauguration de la synagogue, on ne va pas le faire revenir toutes les 2 semaines. Moi, ça me va. Je suis très attaché à l'action du consistoire et du judaïsme dans la cité. J'aimerais que tu le fasses. Je lui ai dit, écoute, demande à la maire si elle en est d'accord. D'aucuns auraient tué père et mère pour avoir un ministre. Tu as voulu que ça se fasse chez toi, à Lille, avec ton serviteur. J'en suis profondément touché à titre personnel. On le voit avec certains présidents, certaines communautés, certains rabbins. Je suis heureux que ton rabbin t'accompagne dans tous ces projets. C'est que nous avons trop souvent, et je le dis à tous mes amis de tous les cultes, on a des lieux de culte qui sont ouverts et les gens disent venez. Mais toi, tu as mis en place un système où, certes, la synagogue magnifique maintenant est ouverte, mais en plus, avec ton rabbin, vous allez, et tout ton comité, parce que tu mobilises des énergies autour de toi, vous allez au contact des gens, y compris des éloignés, comme le dit le prophète Isaïe. Paix, oui, la paix pour le lointain et pour le proche. Et c'est cette capacité à aller vers les autres qui fait qu'on se sent bien dans la synagogue de Lille. Et puis la deuxième chose, c'est que tu portes à merveille une phrase magnifique du rabbin Nachman de Braslav qui disait « Le monde entier est un pont étroit et le principal, c'est de ne pas avoir peur du tout. » Tu n'as pas peur et tu vas vers les autres et tu construis des possibles et tu retisses ce qui est éloigné. Tu forces en fait les uns et les autres à se parler, à échanger, et c'est ce dont la République a besoin aujourd'hui. Notre République a besoin qu'on puisse parler, qu'on puisse se rencontrer, qu'on puisse être soi-même, mais être ensemble. Et c'est ce rassemblement que tu inities lorsqu'il n'est pas présent. Et c'est pour cela que la République, je crois, se grandit en faisant de toi un chevalier, c'est-à-dire un modèle, quelqu'un qui sert d'exemple pour les autres. Voilà pourquoi Guy Bensoussan, au nom du président de la République et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Voilà. Bravo. C'est à toi.